Alors moi j'ai plutôt une âme de guerrière en fait. Donc je l'ai fait. Et je l'ai fait parfois comme ça. Donc aujourd'hui si tu me demandes comment je veux faire les choses, c'est que justement je ne veux plus être comme ça. Oui. Mais je veux y mettre plus de douceur en tout cas. Ah oui. Donc voilà, ça c'est dans ma transformation en tout cas, même dans l'apprentissage. Enfin, tu sais. Oui. Et j'aime être ignorante en fait, enfin, ça me va aussi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être vraiment sur de l'apprentissage d'humain en humain. C'est ça qui m'intéresse en fait aujourd'hui. En tout cas, là, c'est ce qui m'anime, c'est le sens que j'y vois là aujourd'hui. Moi, il faut quand même le dire, j'ai été quelqu'un qui a été bourré de préjugés toute sa vie. Par la famille, la société. Oui. Et la canopée, entre autres, le Canada hein, aussi avant, Ou le Canada. Oui. bien évidemment, m'ont permis de tout déconstruire. Et ça a été assez fabuleux dans ma vie. Et tu peux enfin reconstruire tes propres pensées à toi en fait. Que la canopée, elle a des valeurs de respect, elle a des valeurs de mixité, elle a les valeurs d'accueil, de solidarité. C'est vrai que je voulais pas faire médecine, ça c'était un point sûr pour ne pas refaire le schéma familial. Tes parents tous sont... médecins. La manière dont la médecine donc, est un métier de passion, mais vient entamer la vie personnelle. En tant qu'enfant, parce que là du coup c'est la petite fille qui parlait aussi à ce moment-là et qui disait mais finalement la médecine me prend mes parents. Donc ça c'était une première chose. Et puis j'avais pas envie que mes parents me voient à travers les études que je pouvais faire, parce qu'il y aurait eu toujours une comparaison. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais j'avais envie de les emmener dans un autre monde qu'ils ne connaissaient pas. D'accord. Pour qu'on ait d'autres discussions. Oui. Pour être aimée pour autre chose, en fait. Oui. A été le plus utile finalement peut-être dans ma vie. Lorsqu'on n'a aucune autre matière où on est bon, l'école nous laisse pas beaucoup de chance, je trouve. Je voyais plus les maths comme un outil, moi, de m'épanouir aussi. Ça me rendait aussi intelligente, entre guillemets, dans la résolution de problèmes, dans le côté... j'aime bien partir d'une difficulté et qu'on me laisse la détricoter et tricoter la solution telle que j'ai envie qu'elle soit en fait. Moi je considère que j'ai commencé à aimer justement apprendre quand je suis rentrée en fac de droit. En tout cas j'ai aimé ça. J'ai commencé à aimer ça parce que je me sentais libre quand je suis rentrée en fac. Avant ça, j'avais l'impression que c'était de l'apprentissage subi. En tout cas, on ne me donnait pas la possibilité, les outils pour transformer le savoir en quelque chose dans la vie. Alors avant, parcours très classique. Donc à chaque fois, ça a été plutôt un choix fait par défaut. C'est-à-dire que je ne veux pas être littéraire, je ne veux pas être scientifique, donc du coup, je serai ES. La fac de droit, ça a été un peu pareil, en fait. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Par contre, je voulais pas me fermer trop de portes. Et j'aime bien parce qu'il y a des énigmes dans le droit aussi. Et donc ça, clairement, il y a toujours ce côté-là hein, de résolution. Parce que le droit, en fait, tout ça, c'est des choses que l'on vit tous les jours. C'est notre vie de citoyen. Et ça me plaît. Il y a une évolution dans le droit aussi, du fait de la jurisprudence, etc. Donc c'est-à-dire que rien n'est acquis. J'ai tout de suite été, alors ça peut paraître un peu, un peu, comment dire, un peu machiavélique ou je sais pas, mais j'ai toujours été attirée, mais comme beaucoup de petites filles hein, peut-être, Oui. mais par l'histoire des tueurs en série. Ouais. Exactement. Oui, oui. Non pas sur le côté voyeuriste de la chose, de ce qu'ils font, mais plutôt de ce qu'ils sont. En me disant que finalement, mais pourquoi eux sont passés à l'acte et d'analyser ça, qu'est-ce qui fait que moi, en tout cas, je ne passe pas à l'acte, pourquoi eux, ils l'ont fait, ça m'a toujours passionnée. Et donc, je me suis dit, le droit va m'emmener au droit pénal, va m'ensuite m'emmener, etc.
plutôt criminologue. Criminologue, Donc, ouais, d'accord. j'ai bifurqué. D'accord. Donc je suis allée donc j'ai fait un master 1 en criminologie, droit pénal. D'accord. J'ai fait un master 2 également criminologie, médecine légale, etc. Donc là j'ai poussé Oui. encore un peu plus loin. Je suis allée à Aix-en-Provence faire un master 2. Et c'est là où il fallait faire des stages. Le plus compliqué pour moi, parce qu'il y a ce qu'on imagine Oui. et puis il y a ce qu'on vit en fait. D'accord. Et là, sur le terrain, ça a été donc j'ai été en brigade des mineurs, brigade des Oui. stupes, et j'ai eu la chance, on va dire, de vivre ces stages vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on m'a permis d'être aux côtés des agents. D'accord. Disons que mon côté sensible, que je ne connaissais quand même pas à l'époque, pas à ce point-là en tout cas, Oui. hypersensible, ça m'a percuté de plein fouet. Tu te dis, mais comment je vais faire pour rentrer à la maison tous les soirs, quoi. En fait, je suis pas armée, en fait. C'est-à-dire que je suis armée intellectuellement. Mais je suis pas armée foncièrement à l'intérieur D'accord. pour faire ce travail-là. Donc il y avait une perte de sens qui était en train de s'opérer, en fait. Et là, je savais plus vraiment ce que je voulais faire. Là, ça a été un peu vide, mais je sais que j'avais encore envie d'apprendre. Mais je sentais que dans une vie, en fait, si on se saisit pas de ce moment-là, après, on le fait plus forcément. Moi, mon désir, c'était pas d'avoir un homme, d'avoir une maison, des enfants, enfin voilà. Donc, dans ma tête, j'étais libre, en fait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui, encore une fois, m'ouvrirait le plus de portes? Oui. Sciences politiques, donc. D'accord. Et donc, j'ai bifurqué. Donc, avec un Master 2, on n'est pas obligé de refaire tout Sciences Po, heureusement. Moi qui voulais être un puits de savoir et qu'on te donne les outils. Et c'est ça que j'ai aimé à Sciences Po. Et en fait, Sciences Po, qui m'a permis aussi d'approfondir mes connaissances en droit public, et donc en droit des collectivités, Oui. et donc de service public, Ben oui. m'a emmené vers cette direction-là. On était vraiment sur la capacité à agir sur un territoire. Tu sais, oui. on est vraiment là-dessus. Et puis, encore une fois, le fait de se sentir utile, en fait. Mais je ne peux pas te dire à l'époque en effet, j'y allais parce que je ressentais dans le service public de l'honnêteté, de la mixité. Alors après Sciences Po, pour rentrer en tout cas dans la fonction publique, j'ai vu qu'il fallait passer des concours. Donc c'est des CEPAG, Centre de préparation à l'administration générale. Et donc j'ai fait une année de CEPAG. Mais j'ai même refait derrière une année d'IPAG. Donc là, c'est l'Institut de préparation à l'administration générale. Donc j'étais libre en fait. Parce que le fait de ne pas choisir, t'empêche de renoncer à quoi que ce soit. C'est la liberté devant toi. Donc non, les concours, il s'avère que j'emmagasinais beaucoup de savoir, sauf que j'étais pas une bête de concours. Pour avoir des concours, il faut quand même avoir un esprit où on rentre dans les cases. Moi, les concours, il s'avère que c'était pas mon truc. Donc, ce qui était désolant, hein, c'est-à-dire que je peux être une professionnelle aguerrie, très bonne dans ce que je fais, mais à un moment donné, si j'ai pas le concours, on peut pas on me laisse pas ma chance. Donc, j'ai passé attaché que je n'ai pas eu, et j'ai passé les IRA que je n'ai pas eu. Donc à chaque fois j'allais jusqu'à l'oral et puis après je pense que je ne passais pas. En tout cas j'étais forcément à un moment donné moins bonne que les autres parce que tu te concours aussi aux autres, donc voilà. Du coup j'ai passé le concours de rédacteur. Donc là il s'avère que je l'ai eu, donc j'étais très contente, et là oui. Non, mais comme quoi, je me suis jamais arrêtée, en fait. Et là, je me suis dit, mais Maud, t'as le concours en poche, mais justement, tu n'as pas l'expérience. Et donc, tu vas faire une licence professionnelle sur les métiers territoriaux. Et là, on te proposait la moitié cours théorique, la moitié cours pratique. Stage, pardon. Donc, on repart pour une année de plus. Et en plus de ça, je fais un stage. Donc là, je trouve un stage à la mairie de Petit-Mare. Et là, génial. Je m'éclate. Et en effet, cette licence m'a apporté encore une fois la matière que je n'avais pas. Et je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un sacré décalage quand même, entre ce qu'on nous apprend et ensuite derrière ce qu'on en fait en fait. Moi je pense ça c'est parce que je suis très généraliste en fait. Ah oui.
Parce que j'ai toujours été généraliste en fait. Je me suis jamais vraiment spécialisée pour quelque chose. Euh, et dans la fonction publique, souvent ce qu'il est demandé, c'est une spécialisation. Enfin, c'est pas forcément ce qui est demandé, mais n'empêche que les postes sont faits que il y a toujours une spécialisation derrière. Ça demande quand même voilà, des compétences très spécifiques. Donc les profils, en tout cas très généralistes comme les miens, étaient pas forcément dans des catégories B. Parce que les catégories B sont des postes très opérationnels. Les catégories A, j'en fais pas des généralités dans ce que je dis, mais j'en suis pas très loin. Les catégories A sont plutôt sur des postes stratégiques. En tout cas, je pense que je me suis donné les moyens derrière, en fait. Oui. 26 ans. Et donc là, j'avais 26 ans, donc oui. Donc j'ai commencé à travailler ensuite, quand même. Où là, j'avais postulé pour la mairie du Lion d'Angers en tant qu'urbaniste. Donc assez improbable, puisque j'avais pas de compétences d'urbaniste. Mais du coup, je n'ai pas été retenue sur ce poste-là, mais le maire m'a tellement bien aimée qu'ils m'ont recrutée à la communauté de communes en tant que directrice adjointe. Donc tu vois, profil encore une fois généraliste. Oui. Donc le poste rêvé quand tu démarres en fait. Oui, ça a été super, ça a été 4 ans. 4 ans. 4 ans d'expérience. Finalement, ça m'a permis de tout apprendre. J'ai travaillé comme jamais je n'ai travaillé dans ma vie. On m'a demandé de faire l'intérim du directeur, et ça, je l'ai fait pendant 1 an. D'accord. Donc pendant 1 an, il a fallu que, avec mon petit bagage universitaire, que je fasse tourner une communauté de communes avec un président qui avait la dent dure, qui m'accompagnait certes, qui m'a beaucoup aidé, mais n'empêche qu'il avait la dent dure. Et avec une équipe de 10 personnes. D'accord. Ne sachant pas maladie. Donc très enrichissant. Ça a été vraiment 4 années très très enrichissantes. Ça fait aussi la femme professionnelle que je suis aujourd'hui, c'est évident. Mais on en perd des plumes quand même un peu. Et puis moi, je n'avais pas une grande estime de moi en fait. Donc pas de confiance en moi. Donc je tenais beaucoup avec le regard des autres. Quand je suis rentrée en politique, j'ai connu ce que c'était la politique. D'accord. Donc ça, c'était assez intéressant de prendre conscience de tout ça en fait, que finalement, une communauté de communes, une mairie, peu importe, elle est au service d'un territoire, certes, mais il y a des jeux de pouvoir à l'intérieur. Donc je suis partie de ce premier travail. Et ensuite, j'avais envie de découvrir ce qu'était un peu la vie d'une grosse mairie. Donc là, je suis partie à la mairie d'Angers. Et donc là, c'était Monsieur Béatz à l'époque, qui ouvrait un poste de manager de centre-ville. Et donc sur ce poste-là, qui était vraiment à créer de A à Z, une grosse distorsion entre la mairie et les commerçants. Il y avait un rôle de coordination, un rôle d'interface, un rôle de connaissance très transversale avec de l'ensemble des services. Donc voilà, un rôle touche à tout. Qui alors ça m'a vraiment plu. Je suis restée un moment. En tout cas, je suis restée jusqu'à 34 ans. Là, en fait, j'ai eu un déclic. Mais ça va paraître un peu comme dans les dessins animés là, mais je me réveille un matin et en me disant mais il me manque quelque chose là dans ma vie. Je suis et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis remplie de liberté et je n'aime pas j'aime pas qu'on m'oblige à faire les choses en tout cas. Et je me dis mais ce qui va me manquer là dans ma vie, c'est de m'expatrier quelque part. Vraiment, j'ai envie d'aller découvrir un autre pays, une autre culture. Il y a vraiment, ça a été toujours un rêve de gosse, tu sais. Le pays qui m'attirait, mais c'est surtout parce que j'avais 34 ans et que pour partir, je voulais partir avec un PVT. Donc c'est permis vacances-travail, ce qui me permettait d'aller travailler dans les pays ciblés. Donc ça, c'était quand même un plus aussi, parce que je voulais quand même y avoir une utilité, puis il fallait que je gagne de l'argent aussi. Et donc j'ai choisi le Canada parce que il prenait jusqu'à 35 ans le Canada. J'ai pris une disponibilité, par contre à la mairie, parce que en tout cas je partais avec l'idée, je ne sais pas si je vais revenir, mais si je reviens, je veux être à la mairie, quoi. Et le Canada, là, moi, je voulais vraiment lâcher prise totale sur ce qui m'attendait là-bas. Vraiment, je suis partie avec un sac à dos et rien en tête.
Je savais où j'allais les 2 premiers mois, D'accord. dans une auberge de jeunesse pour faire Oui. du woofing, histoire quand même de pas être à la rue. Donc, oui. Et après, j'y allais au gré des rencontres. Ça faisait vraiment partie de l'expérience. Je voulais vraiment, sur le coup, arrêter d'apprendre par le savoir, je voulais apprendre par l'expérience. C'est apprendre à se faire confiance. Oui. Un rêve de gosse, mais un peu inavoué, et peut-être en tout cas qui sortait pas, mais c'était d'être libraire. Me demande pas pourquoi, j'ai toujours aimé les livres. Je trouve qu'être dans Oui. une librairie, ça transporte, ça élève, même si tu lis pas en fait. Enfin, c'est un lieu que je sacralise, quoi. Enfin, Oui. et qui me fait du bien. Donc en tout cas, j'ai toujours aimé les bibliothèques. Par contre, j'ai toujours aimé aller travailler en bibliothèque Ouais. pendant toutes mes études. Et donc, il y a une ambiance aussi, tu vois, qui. Oui, Voilà. oui, oui. En tout cas, je me suis dit au Canada, profitons d'être dans ce pays-là Mhm. pour aller vivre ce rêve-là. Oui. Donc bref, en tout cas, j'ai postulé à une annonce, tu vois, Ouais. donc je postulais à des annonces à l'époque, là. Et là, des indépendants qui cherchaient une gérante libraire pour leur petite librairie. Elle était toute petite. Combien de temps? J'ai dû faire ça 6 mois. 6 mois dans cette librairie. Oui. Euh, alors, ce que j'ai adoré aussi, c'est que ces gens-là m'ont fait confiance. Mhm. Ces gens-là m'ont tout appris. Et ça, au Canada, le fait de laisser faire et de faire confiance. Oui. Je sentais qu'en tout cas en France, malgré, j'étais jeune, 34 ans, mais je sentais que c'était quand même pas ce modèle-là en France, quoi. Oui. Ils marchent Plus. totalement au feeling. Ouais, c'est Ils ça. se disent que finalement, les seuls critères qui comptent, ça va être ton savoir-être. Mhm. Parce que si tu as la curiosité, si tu as le côté téméraire, enfin voilà, quand tu coches 2, 3 cases comme ça, tu sais que derrière la personne, elle va apprendre en fait. Mm. Puis j'aime vraiment cette histoire de confiance là entre l'employé, l'employeur, enfin qui s'instaure et qui s'installe et ces relations humaines qui sont très sincères en fait. Enfin, peu de différenciation entre le professionnel et le personnel. Oui. Quand on s'entend bien en fait. Quand on a gagné la confiance d'un Québécois, Oui. c'est pour la vie en fait. D'accord. Donc ça, j'aimais ça en fait. Mhm. Un peu cette notion un peu d'amour inconditionnel quoi. Enfin, t'es Oui. pas obligé de Oui. refaire tes preuves tous les matins en fait. Voilà. Et pour moi, j'ai vraiment adoré ça. Et ensuite, j'ai été sur Montréal. Oui. Et là, j'ai travaillé à Renaud-Bré. Alors, Renaud-Bré, c'est une chaîne de librairie comme la Fnac, quoi. Donc voilà, donc Renaud-Bré aussi, super. Enfin, ça a été encore une belle expérience où j'ai encore appris, encore une fois, hein, enfin, ça a été que de l'apprentissage sur le terrain. Oui. 3 mois de woofing, 6 mois, non, j'en étais déjà à 1 an et demi, tu vois. Oui, voilà, ouais. Et là, en fait, il fallait que je prenne ma décision à dire, à Je un moment reste où donné, je- exactement, je reste où je D'accord. pars. Donc là, voilà, événements personnels qui ont fait que, allez, je me suis dit, je rentre. Mhm. La France me manque aussi, il faut quand même le dire. Et donc je rentre en France et je récupère mon job. J'étais censée récupérer mon job à la mairie. D'accord. Et là, il s'avère que ils avaient pris quelqu'un, en fait, sur mon poste, Mhm. qui faisait très bien l'affaire. Enfin, et en fait, moi, je leur ai dit, en fait, gardez cette personne sur mon poste. Moi, je sais pas si je vais rester. Alors si, j'avais envisagé, pourquoi pas, de travailler dans les bibliothèques. Mhm. Donc ça, j'y ai pensé. J'ai aussi, si quand même, j'ai pu éprouver le monde des tiers-lieux. Ça se dit pas forcément le monde des tiers-lieux au Canada, Oui. mais en tout cas, les valeurs qu'on y trouve derrière, donc les projets d'initiative citoyenne, en partant de rien, sur des projets de territoire, voilà. Ça, c'était quelque chose déjà qui commençait, voilà, que j'avais visité des lieux Ah à oui. Montréal, enfin voilà, donc ça commençait à se mettre dans mon esprit. Mhm. J'ai dit à la mairie, mettez-moi sur un poste, enfin n'importe lequel, le temps de me laisser réfléchir. D'accord. Bon, là, il s'avère qu'ils avaient un projet de déménagement de la mairie d'Angers. Donc, il fallait être celle qui coordonne tous les travaux et le déménagement de chacun. Enfin, voilà. Ce qui Ah. m'a fait plaisir, c'est que la mairie, en fait, d'Angers
et notamment ma directrice à l'époque, savait quel profil j'étais et il savait que j'étais un profil à tout faire en fait. Le monde des tiers-lieux, j'ai eu un peu de temps pour m'y intéresser. En fait, j'avais été voir sur le site de la coopérative. Donc je savais qu'il fallait que je m'appuie sur eux. Donc je regardais les offres d'emploi nationales, Nouvelle-Aquitaine tiers-lieux. Oui. Donc le réseau Nouvelle-Aquitaine des tiers-lieux. D'accord. Et donc là j'ai trouvé, Amandine, ma responsable actuelle, avait mis l'offre, l'annonce, elle avait eu l'intelligence de mettre, enfin en tout cas de mettre l'annonce là-dessus. Et donc c'était parti pour la canopée. Donc, la canopée n'était pas née. Elle était en cours de construction, donc je suis arrivée dans les travaux. Je suis arrivée dans les travaux avec 3 objectifs donnés. Un peu de RH, c'est ça? Oui, un peu de juridique, qui m'était beaucoup attendu, oui. de comptabilité, oui. je fais de la compta, de coordination, de savoir-vivre, de coordination, enfin de savoir-vivre dans le sens, c'est normal, oui, de coordination, de montage de projet. C'est un lieu de... La vraie coordination en fait. Le fait de mobiliser des partenaires qui ne se connaissent pas, des acteurs qui ne se connaissent pas et d'aller sur vers une vision commune. Le projet, il faut s'adapter continuellement en fait. Donc, l'adaptation là, c'est vraiment une des capacités la plus forte qu'il faut avoir pour ce type de lieu là en fait. Oui. Et le lâcher prise, le laisser faire, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. D'accord. Et dans ces cas-là, ça va de pair, c'est en escalier la confiance. C'est-à-dire que c'est parce que les élus nous ont fait confiance que nous-mêmes, on a pu avoir confiance aussi en notre action. Et du coup, on a aussi pu avoir confiance aux partenaires, aux personnes qui nous ont accompagnés. En fait. Très bien. Pour moi, la confiance, encore une fois, elle circule. Elle circule, ouais, tout à fait. D'accord. Et puis, c'est un lieu qui est vivant. Et c'est ça qui est génial. Enfin, déjà, on vit le vivant. Enfin, on est avec l'autre. Et c'est le matin, on se lève, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Donc, en tout cas, j'y mets le même engagement à faire les choses. Et pour moi, c'est plus qu'un job. Oui. Et c'est parce que, en effet, il y a la question aussi de pourquoi je le fais. Mais parce qu'il y a du sens, il y a de l'utilité, il y a tout ça. Tu ne joues pas un rôle, c'est ça? Je ne joue pas un rôle. Voilà. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Je ne joue pas un rôle. Je ne suis pas Maude, gestionnaire de la canopée, en fait. Oui. Tu vois, je suis Maude, en fait. Et on me trouvera pareil demain si je vais boire un verre avec quelqu'un. Enfin, tu sais, voilà. Je parlais plus en disant ça en termes de personne. C'est-à-dire que je suis la même personne. J'ai la même posture, j'ai les mêmes idées. Voilà, exactement, je parle plus d'authenticité. J'ai toujours à peu près réussi à ce que ma vie professionnelle n'empiète pas sur ma vie personnelle, mais en termes de temps, en termes de charge mentale, et encore que, bon, voilà. Oui. Mais là, je parle vraiment en termes de ce qu'on peut apporter humainement, en fait, dans un travail, en fait. Pour moi, je ne conçois pas, en tout cas, d'être différente dans ces deux mondes. Je ne sais pas séparer, en fait. Ce n'est pas possible pour moi. Oui. Donc, à partir de là, forcément, il faut que je choisisse des jobs en cohérence avec mes valeurs. Avec des valeurs qui sont importantes pour moi, déjà personnellement. Mais du coup, le fait de les inscrire professionnellement, c'est encore mieux. Enfin, c'est toujours plus facile d'être en cohérence. Donc, moi, j'ai toujours eu cette volonté, en tout cas. Je pense que d'ailleurs, c'est plus fort que nous. Enfin, on parle même plus de volonté à ce stade-là, d'être très authentique entre mon volet professionnel et mon volet personnel. Oui. En tout cas, j'ai rien à regretter aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui vit comme ça. C'est-à-dire que, à mon dernier souffle, je veux pouvoir me dire, je ne regrette rien. J'observe ça, en fait. Tu sais, tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. Quoi. Je me dis que tout était presque écrit, tu sais. Enfin, j'ai senti que je me suis sentie énormément guidée par la vie. Je me considère pas comme une grande chanceuse dans la vie. Mais j'ai eu une guidance incroyable. Est-ce que je peux me permettre de lire? Exactement. Comme ça, après. Parce que c'est surtout ça la première question. Et qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment toi tu as vécu ce moment-là? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi?
Est-ce que ça a fait quelque chose ou pas? Ça, c'est la première question importante. Est-ce que, moi j'ai remarqué, est-ce que le rétropédalage t'a aidé dans ton aujourd'hui à y voir plus clair, à entreprendre peut-être de nouveaux projets, d'autres choses? Moi j'ai compris que c'était aussi un peu que tu as mis les mots là où tu en avais peut-être pas mis jusqu'à présent. Donc comment j'ai vécu ce moment avec toi, c'était là-dessus que je voulais qu'on puisse échanger. Déjà, je voulais te remercier pour m'avoir choisi et pour m'avoir offert en tout cas ce moment-là, cette chance de parler de moi. C'est des choses qu'on ne fait pas finalement souvent, et encore moins pendant 1h30. Je pense que c'était un peu le temps que durait notre entretien. Donc voilà, c'est rare de parler de son vécu, de son expérience, et surtout avec une oreille attentive. Je pense que ça, dans notre société, en tout cas, cette écoute attentive et active, elle est essentielle pour permettre à l'autre d'accoucher ce qu'il a à dire. Et puis, donc ça m'a fait beaucoup avancer, moi, dans le fil rouge de mon histoire. Ça m'a permis de me replonger dans toutes ces années d'apprentissage et de vie. Ça m'a fait prendre conscience de tout le chemin que j'avais parcouru. Et je pense qu'il y a une certaine fierté, en tout cas à l'écoute aussi, à l'écoute de ce podcast. Je me suis sentie fière d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça vaut 4 séances de thérapie, je pense. Puis ce qui m'a étonnée, c'est de constater que finalement, dans une vie, on ne retient souvent que des bribes de l'histoire, en les citant comme des chapitres finalement un peu déconnectés les uns des autres, et on oublie de les lier entre eux. Et je pense que cette interview m'a permis de lier et de mettre de la cohérence et du sens dans ma propre histoire. Ça a eu un impact, en tout cas assez significatif. Ça m'a permis de révéler 2 choses. Ça m'a permis de déceler mes instincts, en tout cas mes instincts de vie. Qu'est-ce qui m'a guidée dans la vie? Et je pense qu'il y a 2 mots qui reviennent. Donc c'est vraiment la liberté et la curiosité. Et à partir de ces 2 mots, ça m'a permis également de questionner, de m'interroger sur ce que j'avais envie de faire plus tard. Voilà, toujours guidée par ces valeurs-là. Et puis la deuxième chose, je vois bien que ma soif d'apprendre par les autres et par l'expérience sont mon modèle premier d'apprentissage. Je pense que ce moment-là, en tout cas un peu charnière, je le vis vraiment comme ça aujourd'hui. Je pense que je ferai pareil, sûrement. Enfin, en tout cas, je n'ai pas envie d'être une femme différente. Je pense que ça m'a permis de légitimer la femme que j'étais, en fait. Et donc, finalement, ça m'a fait que me positionner en tant que celle que j'ai envie d'être demain. Ça m'a donné une fierté, je le redis, et ça peut paraître prétentieux, mais en fait, je pense que dans la vie, j'ai envie pour une fois d'être prétentieuse vis-à-vis de moi. Oui. Et donc, ça m'apporte une stature en me disant, ok, Maud, tu as fait ça, donc maintenant aie confiance en ce que tu es, et continue dans cette lignée-là. J'espère que vous avez aimé découvrir Maud dans la saison 3 de ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien.